vous allez bien, que vous survivez par cet été caniculaire et que, à défaut de faire un environnement supportable, ça vous donne envie de brûler les riches et le capitalisme qui va avec. Aujourd'hui, je viens pour vous faire un petit point de ce que j'ai lu pendant le mois de juin. 4 livres, des choses très bonnes, des choses beaucoup moins bonnes, donc on va commencer dès maintenant. Dans ma dernière vidéo, je m'arrêtais avec le livre que j'étais en train de lire et que j'avais tout juste commencé, qui est donc Code ardent de Marge Nantel. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre d'une lecture commune, donc avec d'autres personnes sur un Discord, et j'avais vraiment envie d'aimer ce livre. Déjà, il a eu le prix des Utopiales en 2024, donc le prix du public, et moi j'aime toujours bien pouvoir découvrir les prix du public parce que je trouve ça intéressant comme sélection. Et je savais que ça allait me sortir de ma zone de confort parce qu'on était dans le type de science-fiction que j'ai pas du tout l'habitude de lire. Déjà, je suis assez novice en la matière, mais là on était vraiment dans un espèce d'univers un petit peu à la Mad Max. Enfin, j'ai pas vu Mad Max, mais beaucoup de gens font la comparaison et je voyais un petit peu l'esthétique qui s'en dégageait. Et je savais qu'il allait y avoir beaucoup de combats, des histoires de forteresses, des histoires, enfin voilà, des choses qui au final, moi, me font un petit peu penser à des univers de fantasy et c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de lire. Donc je savais qu'en soi, ça allait me sortir de ma zone de confort. Mais voilà, j'aime bien sortir de ma zone de confort, donc en soi, il n'y avait pas de souci. Le début était assez nébuleux, mais là encore, c'est pas un frein pour moi. Ça me dérange pas du tout de pas tout comprendre dès le départ, voire même qu'il y ait encore beaucoup de zones de flou tout au long du récit. C'est pas du tout quelque chose qui va me bloquer à la lecture. Au contraire, des fois, je trouve que ça peut apporter quelque chose de laisser le lecteur ou la lectrice se faire sa propre idée des événements et essayer de recoller un petit peu les morceaux. Le gros problème que j'ai eu, c'est que, en fait, pendant tout le long, j'ai pas réussi à m'attacher à l'histoire. C'est un petit peu compliqué de vous le résumer parce qu'il se passe beaucoup trop de choses et c'est pour moi une des faiblesses du récit, c'est qu'il y a trop de fils qui sont tirés dans tous les sens pour avoir une véritable cohérence d'ensemble. Le livre est pas si long, si, il est assez long, il fait environ 500 pages. Je l'ai pas sur moi parce que je l'avais emprunté à la médiathèque, mais c'est 500 pages écrites assez petit avec assez peu de marge, donc quand même il y a de la matière. On est en double point de vue et il y a certaines parties de ça qui sont assez intéressantes. On se trouve en France, ça aussi est un bon point parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir de la SF qui se situe, très souvent ça se situe aux États-Unis quand même. Donc là c'était aussi intéressant d'avoir plein de noms de villes qui étaient situées en France ou en Europe assez proches. Et donc on va suivre d'un côté le point de vue d'un membre d'une sorte de troupe itinérante, enfin en gros voilà, on se trouve dans ce genre d'univers un peu post-apocalyptique où les personnes se sont regroupées en petits groupes, en petites factions et où il y a des forteresses qui constituent un petit peu les éléments de centralisation du gouvernement qui se font un petit peu la guerre entre elles et les groupes entre ça essayent un petit peu de survivre. Par là on retrouve un petit peu ce que j'avais pu voir dans Silent Jenny, sauf que spoiler alert, j'ai trouvé ça bien plus cohérent et bien mieux construit dans Silent Jenny. Et donc de l'autre côté, on va suivre Enda, qui lui est un ardent, donc d'où le nom du titre du livre. Et les ardents, en gros, ce sont des esclaves sexuels, mais qui servent aussi d'outils du pouvoir parce qu'ils ont la capacité de retenir ce qu'on leur dit, et du coup, ils servent également d'espions. Il y avait tout un truc assez intéressant par rapport à ça, parce que ce sont des êtres qui sont conditionnés pour être des esclaves depuis l'enfance, et qui, de par ça, en fait, sont complètement déconnectés de leur propre corps. C'est-à-dire que Enda parle de lui à la troisième personne, et quand il parle de douleur qu'il peut ressentir, il parle pas de douleur que lui ressent, il parle de choses qui, en gros, dysfonctionnent dans ce corps qui est censé être un outil pour servir le pouvoir. Je sais pas si c'est très très clair, mais en tout cas, ça c'était vraiment, je trouve, le point fort du récit et quelque chose qui marchait extrêmement bien, la façon dont l'autrice a tissé une narration très déconnectée du corps. Je trouvais que ça marchait hyper bien et que ça disait beaucoup de choses sur le conditionnement justement de ces personnes-là. Mais ça, c'était qu'une petite partie du récit, et en fait, à côté, ça s'embourbait dans des histoires de clans, des histoires de vengeance, des histoires de combat où j'arrivais absolument pas à suivre ce qui se passait. Et surtout, donc la double narration chez Enda marchait très bien, mais quand on était de l'autre point de vue, donc du point de vue de cette petite faction itinérante,
il y avait un champ lexical volontairement assez vulgaire et argotique qui moi en fait m'a complètement bloquée. Non pas parce que je trouvais ça pas bien d'écrire comme ça ou quoi que ce soit, c'est pas une question de jugement par rapport à l'argot en tant que tel, mais en fait je trouvais que ça rendait le texte inutilement compliqué et j'étais vraiment obligée de relire plein de passages pour comprendre ce qui était dit et je ne comprenais pas en fait pourquoi tous les personnages se parlaient de façon aussi agressive et de façon avec des références de cul tout le temps et en fait ça m'a saoulée, enfin vraiment il était que question, enfin voilà, il se faisait des espèces de blagues hyper lourdes tout le temps. Ouais, vraiment, en fait, ça m'a saoulée. Et donc, ce qui me faisait avancer, c'était que les chapitres étaient assez courts et que je voulais retrouver en fait le point de vue d'Enda pour voir son évolution à lui. Mais alors le reste, mais j'en avais rien à faire, mais alors rien à faire. Et en fait, j'ai fini par le terminer en audio. Non pas parce que je trouve que la lecture audio c'est pas bien, hein, c'est simplement que en fait j'avais beaucoup de trajets de train, que j'étais rendue aux 2 tiers et que j'avais vraiment pas envie de continuer le dernier tiers, mais qu'en même temps, bah voilà, j'avais envie de savoir quand même ce qui allait se passer. Donc je l'ai terminé en audio. J'ai pas trouvé l'audio hyper bien, enfin j'ai pas trouvé les narrations hyper convaincantes non plus. Et donc bah tout ça fait que j'en garde un souvenir assez déçu. Je suis là, bah en fait tout ça pour ça. Vraiment, c'est un livre qui m'a un peu agacée, qui m'a profondément saoulée. J'avais juste hâte de passer à autre chose et de le terminer. Il se trouve que pour moi, ça l'a pas fait. Il y a beaucoup de personnes du Discord qui ont bien aimé, donc tant mieux. Et de toute façon, il a eu un prix du public, donc c'est qu'il a trouvé justement son public. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas du tout accroché, et je pense honnêtement pas que je retenterai l'expérience avec l'autrice. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre qui, pour le coup, a été un petit coup de cœur. Alors, c'est pas un grand livre, ça va pas faire partie de mes lectures préférées de tous les temps, mais juste c'est une lecture qui m'a fait trop du bien, vraiment un petit peu comme quand vous regardez une comédie romantique que vous avez déjà vue plein de fois, vous savez comment ça se termine, vous savez qu'il y a des grosses ficelles, mais c'est pas grave, ça fait quand même du bien et vous aimez bien regarder ça. Ben moi ça a été le cas donc avec ce livre, que pareil j'avais emprunté à la médiathèque, qui est donc Remarkably Bright Creature de Shelby Van Pelt. J'espère que je prononce bien son nom. C'est un livre que j'ai emprunté pour une raison assez simple. Je l'avais déjà vu passer plusieurs fois, genre sur Vinted ou autre. Et en fait, je suis allée à l'aquarium de La Rochelle pendant mes vacances et quand je suis sortie de là, j'étais là, j'ai envie de lire un truc qui se passe dans un aquarium. Voilà, c'était aussi simple que ça. Mon cerveau a fait un focus, je ne sais pas. Et donc j'ai emprunté ce livre à la médiathèque et ça a été vraiment une petite pépite de douceur. On va y suivre donc, pareil, on est en double point de vue. On suit d'un côté Tova qui est une dame un peu âgée déjà, qui travaille à l'aquarium de nuit, qui fait le ménage là-bas. Tova, elle a perdu son fils et son mari, enfin son fils quand son fils était assez jeune et elle a perdu son mari il y a assez peu de temps. Elle vit dans une petite ville où globalement tout le monde se connaît et tout le monde commère un petit peu sur tout le monde. Elle a son petit groupe d'amis, voilà, elle est... c'est quelqu'un d'assez solitaire, c'est quelqu'un justement qui aime bien aller travailler à l'aquarium tous les soirs parce qu'elle va parler aux poissons, elle est toute seule et ça lui va très bien comme ça, elle a son petit quotidien même si elle sait pas trop où elle va par la suite. Et donc dans cet aquarium, il se trouve qu'il y a une pieuvre géante qui s'appelle Marcellus et elle va passer pas mal de temps à lui parler et elle va en quelque sorte nouer une sorte de relation avec, avec cette pieuvre. Et de l'autre côté, on suit Cameron qui est un trentenaire un petit peu paumé dans sa vie, qui se considère comme quelqu'un d'extrêmement intelligent mais qui a jamais fait grand chose dans sa vie pour autant, qui arrête pas de se faire virer de chaque job qu'il fait. Enfin bref, c'est un petit peu l'archétype, on va dire, du raté. Et il se trouve que lui, il a jamais connu son père et qu'il a très peu connu sa mère et que à un moment donné, par un concours de circonstances, il va avoir un nouvel indice qui peut-être va le mettre sur la piste du coup de ce père disparu depuis longtemps. Et donc il va se rendre dans ce petit village où habite Tova pour essayer de mener un peu son enquête. Ensuite voilà, les trajectoires des deux vont un petit peu se rejoindre, il va y avoir plein de choses avec des très grosses ficelles, des choses qui sont très clairement tirées par les cheveux, mais encore une fois, c'était vraiment très agréable à lire, c'était très touchant. Moi j'ai adoré Tova, je me suis énormément identifiée à elle. C'est quelqu'un de très carré dans son esprit et qui a du mal à concevoir que les personnes autour n'ont pas la même logique qu'elle alors qu'il y a des choses qui lui semblent vraiment couler de source.
Et donc ça j'ai beaucoup aimé, enfin je me suis vraiment beaucoup retrouvée dans ce personnage. Cameron était assez imbuvable, mais on s'attache quand même un peu à lui, on a envie de voir où est-ce qu'il va aller. Donc voilà, pas une grande lecture, mais franchement ça m'a fait trop du bien. Et si vous cherchez une lecture feel good, je pense que c'est le livre parfait pour ça. Et en été ça se lit super bien. Bon, là on va changer d'ambiance, on n'est plus du tout dans le feel good. J'ai lu Rendre impossible un État palestinien, l'objectif d'Israël depuis sa création de Monique Chemillier-Gendreau. C'est un livre que j'avais acheté il y a à peu près 1 an à Violet & Co. Et dans lequel je m'étais pas encore plongée tout simplement parce que je savais que c'était un essai historique et que j'ai parfois un petit peu du mal avec... Enfin, je suis un peu une bille en histoire et tout ce qui est question de date et tout, et de lieu, des fois j'ai vraiment beaucoup de mal à connecter les wagons. Donc je savais qu'il fallait que je sois un petit peu concentrée pour réussir à comprendre tout ce qui m'était dit. Mais il se trouve que ce livre remplit parfaitement ce contrat parce qu'il explique de façon extrêmement à la fois détaillé et en même temps très factuel et point par point, ce qui fait qu'on n'est jamais perdu, même si on n'a pas les éléments de contexte du départ. L'autrice les remet toujours, mais sans en dire non plus trop pour pas alourdir. Donc on est vraiment sur quelque chose de factuel, précis, pointu et un peu sans appel sur ce qui se passe. Globalement, ce livre, il va retracer l'histoire d'Israël depuis le projet de colonisation de la Palestine, comment ce projet a été mis en place par les États extérieurs, et surtout comment l'idée justement d'une solution à 2 États, comme on dit, est en fait un mirage absolu dans la mesure où Israël n'a jamais joué sa part du jeu dans cette soi-disant solution. À tout moment, et depuis sa création, malgré les pressions de la communauté internationale ou que sais-je, Israël a toujours cherché à contourner les règles qu'on lui donnait. Et par contourner les règles, je parle bien sûr de massacrer des êtres humains. C'est un livre qui est vraiment, encore une fois, par son côté pointu, hyper efficace et absolument indispensable, même si je trouve que le mot est un peu faible et que je trouve de toute façon que tous les mots, type nécessaire, un livre qu'il faut avoir lu ou ce genre de choses, je trouve que ça lui rend quelque part pas assez hommage. C'est un livre qui va vous foutre la rage, vraiment, parce que vous allez voir à quel point tous les États extérieurs ont été complices de ce qui se passait et à quel point en fait il n'y a aucun doute sur la situation et que toutes les personnes qui osent encore dire que c'est une situation complexe, c'est pas si facile que ça, il y a des torts des 2 côtés. Vraiment ce livre débunk tellement tous ces arguments que je peux que vous enjoindre à le lire, même si vous connaissez déjà le sujet, même si vous êtes déjà informé, je trouve que ça remet vraiment les bases du débat. Et que surtout ça donne des arguments très concrets qui sont ensuite faciles à ressortir si vous vous retrouvez face à des gens qui viennent vous donner des arguments sionistes ou autres. Mais je vous le conseille vivement. En plus, il y a à pas mal de reprises des petites cartes qui font que c'est extrêmement facile de se repérer par rapport à ce qui nous est décrit. Et le livre est découpé en plein de petites parties, de sous-chapitres, ce qui fait aussi que si vous vous référez au sommaire, vous pouvez très facilement retrouver, si vous cherchez ne serait-ce que un argument, si vous cherchez un fait précis, une date précise, le sommaire vous permet très facilement de retrouver ça. Donc voilà, je suis vraiment très contente, même si je suis pas sûre qu'on puisse utiliser ce mot dans ce contexte, mais en tout cas voilà, je l'ai lu et j'ai vraiment bien fait. Et le dernier livre de cette sélection, on retourne vers de la fiction avec Mère disparue de Joyce Carol Oates, qui est ici traduit de l'anglais par Claude Séban. C'est une autrice que j'avais envie de découvrir depuis un moment, Joyce Carol Oates, mais j'étais jamais forcément, je savais pas par où commencer parce qu'elle a une œuvre tellement vaste et tellement riche que je savais pas quel livre prendre en premier. Et en fait je suis tombée sur 2 de ses livres en librairie d'occasion et je me suis dit allez, c'est l'occasion, c'est 2 titres dont j'ai pas forcément énormément entendu parler, donc on y va, on se lance un peu à l'aveugle. Et je crois que je suis en train de développer une nouvelle obsession pour l'autrice, parce que maintenant j'ai envie de lire beaucoup plus de ce qu'elle a fait. Alors c'est pas un livre que j'ai trouvé parfait, je pense aussi qu'il est un petit peu daté, il a été écrit au début des années 2000 et je trouve que par certains passages, je trouve que ça se sent. Je sais pas, il y a certaines choses qui respirent un petit peu des clichés des années 2000 qui en 2020 passent un petit peu moins bien. Je pense notamment à la relation de l'héroïne aux hommes, qui est un petit peu daté à mon sens, mais ça n'empêche que c'était quand même un récit que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. On va suivre
Nikki qui un jour retrouve sa mère assassinée dans le garage chez elle. Voilà, c'est pas un spoiler, c'est vraiment, ça arrive au tout début du livre. Et en fait, on va suivre ensuite tout son processus de deuil et tout son rapport à sa famille, notamment à sa sœur, mais également son rapport aux hommes, son rapport à son travail, son rapport à la vie en général, dans la mesure où Nikki est une trentenaire un petit peu perdue dans sa vie. Oui, il y a une thématique peut-être. Je me sentais pas forcément hyper proche d'elle, je me suis en fait paradoxalement sentie beaucoup plus proche de sa mère, qui par plein de petits aspects, je me suis dit ah, je comprends bien sa façon de penser. Et je trouve que c'est assez intéressant la façon dont l'autrice nous montre quelle vision un peu idyllique on peut avoir de ses parents, la vision idéalisée, et comment il faut sortir de cette vision pour créer un peu son propre chemin, et que ça veut pas dire qu'on fait table rase du passé, mais simplement voilà qu'on avance. Et donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à suivre la trajectoire de Nikki, même si c'est une histoire de deuil, donc c'est pas hyper fun. Mais j'ai trouvé que c'était très bien fait. Le livre est quand même, mine de rien, assez long, il fait 500 pages. Mais je me suis pas du tout ennuyée, alors que vraiment honnêtement il se passe pas énormément de choses. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que certes, Nikki trouve sa mère assassinée, mais en fait l'enquête va extrêmement vite et ensuite on se retrouve plutôt face à la banalité de la mort et face au fait qu'on essaye d'expliquer beaucoup de choses qui en fait ne sont pas nécessairement explicables et que des fois les réponses qu'on a sont pas des réponses extrêmement satisfaisantes et pourtant il va falloir faire avec pour encore une fois avancer. Il y a tout un rapport à la filiation entre sœurs qui est aussi très intéressant parce que Nikki n'est pas du tout proche de sa sœur et qu'elles ont une relation très conflictuelle toutes les deux. Et il y a un peu tout ce questionnement de qu'est-ce qui fait qu'en fait on est encore reliés maintenant que nos parents ne sont plus là. Et donc voilà, j'ai énormément aimé la plume, donc j'ai très envie de découvrir d'autres livres de l'autrice. Si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je serais vraiment ravie. Et donc on en a terminé avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire, pareil, si vous avez lu certains de ces livres ou quelles ont été vos lectures un peu marquantes de ce début d'été. Je reviendrai début août pour vous faire un point de ce que j'ai lu en juillet. Et aussi vous pouvez également me suivre sur Substack où je me suis remise à écrire des chroniques un peu plus détaillées, un petit peu plus en profondeur des livres que j'avais lus. Donc j'essaye de m'y tenir, c'est un exercice d'écriture que j'aime bien, voilà, après chaque livre me poser et écrire un petit article. Donc si vous voulez me suivre là-bas, ça me fera très plaisir également. Bon, d'ici là, je vais retourner aérer tout mon appartement avant qu'il fasse à nouveau une chaleur d'enfer. Je vous souhaite du courage pour cette période si vous en avez besoin. Et sinon, un très bel été et à bientôt. Salut!